L'histoire n'a pas commencé avant-hier, et l'intolérance d'une grande partie du monde envers la vie et la culture juive, sans parler de la souveraineté sur l'ancienne patrie juive, n'a pas commencé le 7 octobre, ni même en 1948. Il y a 2000 ans, les Juifs ont mené et perdu 3 guerres distinctes contre Rome, la plus grande puissance du monde à cette époque. Il y a tellement de choses sur ces conflits que même ceux qui prétendent avoir des connaissances sur l'histoire juive ne savent pas ou ne comprennent pas. Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ces guerres sur l'art de gouverner aujourd'hui, ainsi que sur la lutte pour préserver la vie juive? Cette semaine, dans Think Twice, nous plongeons en profondeur dans le passé ainsi que dans ses implications pour le présent. Avec l'historien Barry Strauss, l'un des plus grands spécialistes contemporains du monde antique et auteur du nouveau livre « Les Juifs contre Rome ». 2 siècles de rébellion contre l'empire le plus puissant du monde. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Aujourd'hui, nous avons une conversation fascinante pour vous avec l'historien Barry Strauss, l'auteur de Juifs contre Rome. Avant de commencer le programme, je vous rappelle que, outre Think Twice, Jonathan Tobin propose un podcast quotidien où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les enjeux majeurs actuels. Vous pouvez trouver l'émission quotidienne sous Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, passons au programme d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où la connaissance de l'histoire, jadis jugée essentielle pour être instruit, est à son niveau le plus bas. Non seulement notre système éducatif a largement abandonné l'enseignement de l'histoire au profit d'études spécialisées sur le genre ou les minorités. Mais beaucoup de ce qui est enseigné aujourd'hui déforme le passé en l'abordant selon les mythes de gauche sur la race, l'intersectionnalité et le colonialisme de peuplement. Pire encore, une grande partie de ce qui est considéré aujourd'hui comme une analyse du passé n'est en réalité que les élucubrations d'escrocs sur Internet. Comme Darrell Cooper, négationniste antisémite de l'Holocauste, rendu célèbre par son admirateur Tucker Carlson. Mais pourtant, il se peut que vous ayez du mal à le savoir si vos seules rencontres avec l'histoire se font via vos feeds YouTube ou TikTok. De vrais historiens continuent de faire un travail précieux sur le passé qui éclaire le présent. Plus précisément, le besoin d'examen sérieux du monde antique ainsi que du passé plus récent est plus grand que jamais. Et ceux qui s'interrogent sur les dilemmes actuels du Moyen-Orient feraient bien de réfléchir aux précédents ainsi qu'aux prémices des conflits d'aujourd'hui. Cela est surtout vrai pour l'histoire de la terre d'Israël et les événements d'il y a 2000 ans, quand le peuple juif affronta l'Empire romain dans des batailles épiques et inégales, qui résonnent encore aujourd'hui. Nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui l'un des plus grands historiens du monde antique, auteur d'un nouveau livre sur ces guerres. Barry Strauss est chercheur principal à la Hoover Institution et professeur émérite en études humanistes à l'Université Cornell, ainsi qu'un expert de premier plan en histoire militaire et du monde antique. Parmi ses ouvrages précédents figurent La guerre qui a fait l'Empire romain, La bataille de Salamine, La guerre de Troie, La guerre de Spartacus, Maître du commandement, La mort des Césars, 10 Césars, ainsi que Les nouveaux Juifs contre Rome. 2 siècles de rébellion contre l'empire le plus puissant du monde. Barry Strauss, bienvenue dans Think Twice. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Merci, professeur Strauss, d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous interroger sur le lien entre le sujet de votre nouveau livre et les conflits actuels. C'est d'ailleurs sur cette note que vous aviez terminé. Oui. Dans Juifs contre Rome, les Juifs contemporains établissent un lien fort entre la communauté juive d'il y a 2000 ans et l'État moderne d'Israël. Mais il existe un fort déni pour des raisons politiques, tant chez les Palestiniens que chez certains commentateurs américains hostiles à Israël comme Ta-Nehisi Coates. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et il y a même des historiens respectés qui pensent donc que l'identification avec les Juifs de l'époque des 3 guerres dont vous parlez est en quelque sorte un anachronisme. Tom Holland, qui est l'un des auteurs les plus lus sur le monde antique, l'a déclaré explicitement dans son dernier livre, Pax,
qui couvre la même période que celle dont vous parlez. Mais d'un point de vue différent, il pensait qu'il était inapproprié d'appeler les personnes impliquées dans ces conflits des Juifs, et il préfère les désigner simplement comme des Judéens. Vous ne faites pas ça dans Juifs contre Rome. Non, Est-ce une question de sémantique ou une distinction importante? Et comment ce débat sur le lien entre le passé et le présent influence-t-il notre compréhension de cette période? bien sûr. Vous savez, il y a un débat parmi les chercheurs pour savoir s'il faut appeler les gens de cette période des Juifs ou des Judéens. Je pense que cela part d'une bonne intention, d'une intention bienveillante. Tom Holland le fait effectivement, mais ce n'est pas lui qui en est à l'origine, ce qui n'est en rien une critique à son égard. Je pense qu'il y a une tentative de la part d'historiens chrétiens bien intentionnés de vouloir dire « Nous ne devrions pas blâmer les Juifs pour la crucifixion de Jésus, parce que, après tout, ce sont les Judéens et non les Juifs qui ont fait cela, contrairement aux Galiléens. » Je ne trouve pas cet argument convaincant. Il y aurait un autre argument qui dirait « Vous savez, le terme juif porte beaucoup de bagages avec lui. » Et, bien sûr, ces personnes étaient les ancêtres des Juifs modernes, mais il est plus exact de les appeler Judéens. C'est ainsi qu'ils se considéraient eux-mêmes. Je ne trouve pas cet argument convaincant pour deux raisons. Tout d'abord, en hébreu, la connexion entre Yehudim et Yehudim est très étroite, bien plus qu'entre Judéens et Juifs en anglais. Et deuxièmement, faire cela revient à effacer les Juifs de l'histoire juive. Je veux dire, agir comme s'il n'y avait pas de Juifs dans l'Antiquité, ce qui a toutes sortes de terribles connotations politiques. Je ne pense pas que ce soit exact. C'est en grande partie bien intentionné et peut-être un peu pédant. Mais, vous savez, comme l'a dit un érudit de façon plus générale, il n'existe pas de nom innocent dans l'histoire. Et je pense que c'est vrai. Donc nous devons être très prudents quant au nom que nous choisissons. Je l'ai évoqué brièvement en note de bas de page dans mon livre. Je pense que c'est un débat raisonnable à avoir, mais je pense qu'au final, « juif » est le mot approprié, contrairement à « judéen ». Qu'en était-il de la culture politique des Juifs de l'époque du Second Temple et de celle de l'Empire romain, qui a conduit non seulement à un conflit, mais à 3 guerres apocalyptiques en moins de 75 ans? Est-ce parce que, comme vous l'écrivez et d'autres, les Romains trouvaient les Juifs un peu fous? Ils pensaient même qu'ils étaient athées parce qu'ils ne croyaient pas en de nombreux dieux. Ils ne comprenaient pas la culture juive. Vous savez, ils pensaient qu'il y avait quelque chose de fou chez eux. Les Juifs, évidemment, ne comprenaient pas vraiment Rome, ou du moins, la plupart d'entre eux ne la comprenaient pas. Qu'est-ce qui a mené à cela? Qu'est-ce qui rendait cette relation manifestement si toxique? D'accord, excellente question. Donc, il y a plusieurs choses. Du côté romain, il y avait une mauvaise gestion et des comportements inappropriés. Au départ, sous Auguste, le premier empereur, en collaboration avec Hérode, roi des Juifs, célèbre et tristement célèbre pour de bonnes raisons. Vous avez une bonne relation. Les deux arrivent à régler les choses. Mais ensuite, lorsque les Romains retirent le pouvoir au roi juif de Judée et font de la Judée une province, et quand vous avez des empereurs qui ne sont pas aussi sages et mesurés qu'Auguste, quand vous avez un Caligula ou un Néron, alors, eh bien, l'attitude de Néron envers les Juifs était, comme vous l'avez dit, qu'ils étaient des athées. Et ses instructions à son gouverneur étaient de les presser jusqu'à ce qu'ils craquent. Et donc le gouverneur a extorqué de l'argent aux Juifs. Et il a volé de l'argent du temple, excusez-moi. Et il a aussi ordonné le massacre de civils à Jérusalem. Plus tard, après la première révolte, les Romains ont imposé quelque chose d'inédit aux Juifs. Une taxe sur chaque Juif de l'Empire, simplement en raison de leur appartenance juive. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, la taxe devait être payée au dieu suprême de Rome, à Jupiter sur la colline du Capitole, comme s'il s'agissait d'une sorte de parodie cruelle de la taxe qui avait auparavant été payée au temple par les Juifs du monde entier. Donc vous avez la mauvaise gestion et la mauvaise conduite des Romains. Du point de vue des Juifs, il y a 2 facteurs, ou 3 en réalité. La Judée avait d'abord été un État indépendant, une indépendance obtenue au prix d'efforts considérables dans des conditions dramatiques et mythiques, lors de la célèbre révolte des Maccabées.
Un siècle plus tard, la Judée perd son indépendance au profit de Rome. Il n'y a pratiquement personne en Judée qui ne ressente pas du ressentiment et ne regrette pas ce qui s'est passé. Et puis, il y a deux facteurs qui mènent à la rébellion. L'un est ce qu'on pourrait appeler religieux, voire idéologique. Cette période est l'âge d'or de la pensée apocalyptique et messianique dans le monde juif et dans ce qui deviendra le monde chrétien. C'est l'idée que le monde, tel que nous le connaissons, va prendre fin, que la rédemption est proche, que le royaume de Dieu est proche, qu'Israël s'élèvera à nouveau au-dessus de ses adversaires, que tout le monde reconnaîtra la souveraineté du Dieu d'Israël, et que tout cela sera inauguré par un descendant du roi David, par le roi Messie. Et il y a différents prétendants au titre de Messie à cette époque. Ce genre de croyance n'encourage pas l'obéissance passive à l'oppresseur romain. D'un autre côté, il y a un facteur très pragmatique qui encouragerait les gens à la rébellion, et c'est que les Juifs de Judée, ou les Judéens, si vous préférez, ne sont pas seuls. Il existe une grande diaspora qui dépasse probablement en nombre la population des Juifs de Judée, même si nous n'en sommes pas certains, s'étendant à l'ouest jusqu'à Rome dans l'Empire romain et surtout à l'est dans l'Empire parthe. Le fait qu'il y avait une grande communauté juive, prospère et militante dans l'Empire parthe, en particulier dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, était un facteur très important pour les rebelles. Stratégiquement, ils pensaient que nos frères à l'étranger pouvaient nous aider, peut-être même du roi des Parthes et plus probablement de la dynastie qui régnait sur ce qui est aujourd'hui le Kurdistan irakien. Adiaben, temps anciens. C'était une dynastie qui s'était convertie au judaïsme et qui envoyait ses fils à Jérusalem pour y être éduqués, qui avait construit des palais à Jérusalem. En effet, elle a envoyé peu de soldats pour combattre lors de la grande révolte contre Rome. Donc je dirais la mauvaise gestion romaine d'une part, et d'autre part du côté des Juifs eux-mêmes. Des raisons religieuses, idéologiques, nationalistes et pragmatiques poussent à la révolte, notamment l'espoir d'un soutien étranger. En ce moment, vous savez, dans votre livre, comme vous venez de le résumer brièvement, vous nous racontez l'histoire du siècle qui a précédé la grande révolte et des révoltes qui ont suivi. Comment les Juifs ont-ils perdu l'indépendance que les Maccabées avaient remportée? Quel a été le rôle de ce personnage, Hérode, que vous avez déjà mentionné? Quelqu'un qui occupe une place très importante dans le récit chrétien, mais qui est aussi une figure centrale, bien que souvent mal comprise, de l'histoire juive. Quel a été son rôle dans la recherche et la tentative d'atteindre un équilibre entre Rome et sa culture, et celle des Juifs? Et pourquoi cela n'a-t-il pas pu durer? Excellente question. Donc, comme nous le dit Joseph, et Joseph est notre principale source pour cette période, un personnage fascinant et problématique en soi, les Juifs ont invité les Romains. Les Romains avaient conquis la Syrie voisine justement au moment où il y avait un conflit dynastique, presque une guerre civile, entre deux membres de la dynastie hasmonéenne, la dynastie fondée par les Maccabées, et ils se disputaient le pouvoir. Chacun d'eux va voir le général romain, Pompée le Grand, en Syrie, et lui dit « Viens m'aider ». Et Pompée choisit celui qu'il pense être le plus docile et le plus susceptible d'obéir à Rome. Il envahit la Judée à l'invitation de cet homme, arrive à Jérusalem, puis assiège le mont du Temple, où l'autre faction est au pouvoir. Et il faut plusieurs mois avant que Pompée ne puisse prendre le mont du Temple. Il y parvient, il le prend. Il entre célèbrement dans le Saint des Saints à l'horreur de la population juive. Et il place son homme à la tête, il le rétrograde de roi à tétrarque, ce qui correspond à un dirigeant local, et il enlève une partie du territoire en Judée que les Maccabées avaient conquis. Et il libère certaines des cités grecques. Parce qu'il y a de nombreuses villes en Judée où la population est principalement grecque. Probablement, beaucoup d'entre eux sont des Syriens et non des Juifs. Il les rend indépendants et il coupe l'accès de la Judée à la mer. C'est donc un règlement sévère. La faction qui perd se tourne vers les Parthes, vers l'ancien empire iranien.
Et environ 25 ans plus tard, lorsque Rome est affaiblie par les troubles qui suivent l'assassinat de Jules César, ils font appel aux Parthes, et les Parthes envahissent. Ils conquièrent la Syrie, ils conquièrent une partie de l'Asie mineure, et ils conquièrent la Judée, et placent leurs hommes sur le trône. Donc maintenant, la Judée est passée du statut de dépendance romaine à celui de dépendance parthe. Entre Hérode, sa famille, en particulier son père, avait été proche des Romains. Hérode s'échappe de Judée, il se rend à Rome et il plaide sa cause en disant « Je suis votre homme ». Et les Romains, le Sénat le déclare roi de Judée. Difficile à croire, le roi des Juifs est, pour ainsi dire, oint par le Sénat romain. Et Hérode retourne en Judée, où il lui faudra 3 ans pour combattre l'opposition à son accession au trône et lutter contre le retour des Romains. Il reçoit de l'aide intermittente des légions romaines, et finalement, ce sont ces légions qui lui permettent de conquérir Jérusalem et de faire de la Judée son propre royaume. Ainsi, nous sommes maintenant en l'an 37 avant notre ère. De 37 avant notre ère à 4 avant notre ère, Hérode est le roi de Judée. Et même s'il gouverne d'une main de fer, c'est un stratège très intelligent. Et il travaille en étroite collaboration avec les principaux romains, d'abord avec Marc-Antoine, puis, sans hésiter, il passe à Octavien, le futur Auguste, après qu'Octavien ait vaincu Antoine et Cléopâtre. Et il leur promet qu'il sera celui qui maintiendra Rome à la tête de cette province. Il va tenir les Parthes à l'écart, il va maintenir les Romains en place, et il assurera la paix entre les Juifs et les Grecs en Judée. Et il y arrive de plusieurs façons. Tout d'abord, il construit 3 temples dédiés à Auguste, dont un dans ce magnifique nouveau port qu'il fait bâtir sur la Méditerranée, Césarée maritime, la ville de César au bord de la mer. Un autre dans une ville qu'il construit en Samarie, appelée Sébaste, ce qui signifie Augusta en grec. Et puis, troisièmement, il construit un immense et magnifique temple tout près du pied du mont Hermon, au nord, sur la route de Damas. C'est ainsi qu'il dit aux Romains « Je suis votre homme ». Vous savez, je vais clarifier que c'est une province romaine, un ami de Rome, un allié de Rome. Mais l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il satisfait ses sujets juifs en reconstruisant le temple de Jérusalem, le second temple, à une échelle magnifique comme on n'en avait jamais vu. En fait, il fait de Jérusalem la ville la plus prospère de son histoire jusqu'au XXe siècle. Et les gens le remarquent. Comme vous le savez, le Talmud dit que si vous n'avez jamais vu le temple d'Hérode, vous n'avez jamais vu un beau bâtiment. C'est vraiment devenu l'un des grands lieux de pèlerinage, l'un des grands sanctuaires du monde antique. Il aurait adoré pouvoir faire en sorte que les gens vénèrent Auguste comme empereur dans le temple de Jérusalem. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais se permettre cela. Alors, il fait la chose la plus proche possible. Le temple fait des sacrifices quotidiens au nom de l'empereur romain et il fait en sorte qu'Auguste paie pour ces sacrifices, qu'il les parraine. Donc, il y a vraiment une relation étroite entre Auguste et Hérode. Et il fait d'autres choses dans toute la partie orientale de l'Empire romain pour se rendre indispensable à Auguste. L'une de mes préférées, eh bien, il devient le mécène des Jeux olympiques et il assiste réellement aux Jeux olympiques. Grand défenseur de la culture grecque, Hérode porte un nom d'origine grecque lié au mot héros. Il joue un rôle clé dans la construction de la nouvelle ville qu'Auguste érige à Actium, Nicopolis, la ville de la victoire. Donc c'est vraiment un homme très, très ambitieux avec une grande vision stratégique. Oui. La question que les lecteurs doivent se poser, et que vous soulevez aussi, est dans quelle mesure ces conflits étaient inévitables. Les Romains appliquaient des politiques variées selon les peuples et territoires occupés. Est-ce que les provocations que vous avez déjà mentionnées auparavant, cela a poussé les Juifs à se révolter, conséquence inévitable de leur domination sur l'actuel Israël, si l'histoire peut être considérée comme inévitable? Et comment les Juifs auraient-ils pu gérer les choses afin de préserver leur mode de vie sans entrer en guerre et finalement voir la destruction de tout ce qu'ils valorisaient, y compris le temple? Oui, Est-ce que c'était possible?
C'est la grande question. Est-ce que c'était possible? Je suppose. Je pense que, vous savez, ça dépend du jour de la semaine où vous me posez la question et de mon humeur. Je pense que c'était à peine possible si vous aviez vraiment des politiciens modérés des deux côtés. Si, par exemple, vous aviez eu le genre de dirigeant à la tête de Rome et de la Judée que vous aviez aux États-Unis et en Union soviétique pendant la guerre froide. Il y a des limites que nous ne franchirons pas car cela mènerait à une destruction mutuelle assurée. Je crois que cela existait déjà avec Auguste et Hérode. C'est beaucoup demander aux êtres humains de penser que cela continuerait ainsi, et je ne peux pas dire que je sois surpris que cela n'ait pas continué ainsi. Il y a tellement de raisons de friction, tellement de motifs de friction entre ces deux parties. Donc, même si un conflit n'était pas inévitable, personne ne pouvait dire qu'il était surpris lorsqu'un conflit a finalement éclaté. Je veux dire, pour que le conflit n'ait pas lieu, les Juifs auraient dû accepter la fiction juridique selon laquelle la capitale de la Judée était Césarée, où siégeait le gouverneur romain, et les Romains auraient dû accepter la fiction juridique selon laquelle la capitale de la Judée était Jérusalem et surtout la maison de Dieu, le temple sur le mont du Temple. Les deux parties devraient continuer à faire preuve de retenue et accepter cela. Et les Romains n'arrêtent pas de pousser. Sous Caligula, plus précisément connu sous le nom de Gaius, il insiste pour qu'une statue de lui soit érigée dans le temple. Et cela est en représailles après qu'il y ait eu une provocation grecque pour ériger un autel qui a offensé les Juifs, et les Juifs ont renversé l'autel. Caligula, l'empereur, a été offensé et a demandé qu'on érige une statue. Il y a presque une révolte alors, sauf qu'à la dernière minute, Caligula est assassiné, pour des raisons complètement différentes, et la situation se calme à nouveau. Donc, il y a tellement de points de friction. J'aimerais pouvoir dire que la révolte n'était pas inévitable, mais elle aurait probablement eu lieu à un moment ou à un autre. Oui, maintenant, une fois que cela arrive, vous savez, c'est évidemment une lutte inégale. Mais les Juifs tiennent bon à Rome. Ils ont l'avantage parce que Rome traverse une guerre civile. Exactement à cette époque, l'année des 4 empereurs, au moment même où la grande révolte a lieu. Cela met un peu cette guerre en pause pendant quelques années. Oui. Pendant que tu écris. Mais une fois que les Romains finissent enfin par, en finir avec les Juifs, tu vois. Pendant 2000 ans, on enseigne aux Juifs que la raison de la destruction du Temple et de la chute de Jérusalem était la sinat hinam, ou la haine gratuite que les différentes factions juives éprouvaient les unes envers les autres. En résumé, comme on dit, quelles étaient ces divisions et pourquoi s'est-il avéré impossible de les surmonter jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Étant donné qu'ils pouvaient voir clairement devant eux que, vous savez, l'unité était leur seul espoir, s'ils en avaient un. Oui, eh bien, vous savez, les divisions, pour les résumer en quelques mots, d'un côté, il y avait les Zélotes, qui étaient une faction sacerdotale, des révolutionnaires relativement modérés, dans la mesure où cela va. Ensuite, il y avait des groupes plus radicaux, les Saccarii, ou les hommes au poignard. Ils descendent d'une famille de rebelles du Nord. Ils sont en conflit violent avec les Zélotes, et après avoir assassiné un chef zélote, ils sont chassés de Jérusalem et passent la guerre à Massada. À Jérusalem, il y a un groupe qui vient du Nord, dirigé par un homme nommé Jean de Giscala, Kushkalov en hébreu. Et il a sa faction, ses partisans. Et puis, il y a un autre groupe dirigé par un homme nommé Simon Barjoura, qui vient probablement d'une famille de convertis. Et c'est lui le plus radical politiquement. Il se soucie des pauvres, il veut peut-être libérer les esclaves, il s'oppose à l'élite et il obtient le soutien des Iduméens. Ce sont un groupe de personnes qui vivent aujourd'hui dans le centre et le sud d'Israël, originaires à l'origine d'Édom en Jordanie. Ils s'étaient convertis au judaïsme au IIe siècle avant notre ère. Ils soutenaient un Simon. Et donc tous ces groupes se battent et s'entretuent à Jérusalem, en particulier pendant cette période à laquelle vous avez fait allusion, lorsque les Romains sont occupés par leur propre guerre civile, une période de paix relative, et ils finissent même par brûler les réserves de grains, un geste véritablement suicidaire. C'est bien la sinat hinam. Pourquoi agissent-ils de cette façon? C'est une très bonne question.
comment pouvait-il ne pas voir la situation dans son ensemble? Je pense que c'est en partie parce qu'il se sentait invulnérable derrière les murs de Jérusalem, en partie parce qu'il pensait avoir le temps de bien faire les choses, pour avoir le bon groupe dirigeant la révolte lors de l'arrivée des Romains. Quand ceux-ci ont commencé le siège, ces groupes ont agi avec une certaine unité. Ils étaient relativement unis, mais à ce moment-là, il était trop tard pour réussir. Ce n'est pas ainsi qu'on motive les Parthes. Si votre objectif stratégique est d'obtenir le soutien des Parthes, vous voulez montrer que vous êtes un cheval fort sur lequel les Parthes peuvent miser. Mais si les Parthes voient que vous vous effondrez, eh bien, ce n'est pas une façon d'obtenir de l'aide extérieure. Existe-t-il aujourd'hui un scénario réaliste où la Grande Révolte aurait pu réussir au lieu d'être une erreur où un petit peuple sans armée résistait à l'empire le plus puissant du monde, comme vous le décrivez dans votre livre? Quels facteurs ont amené les Juifs à juger cela une bonne idée? Quel rôle le royaume de Parthie, alors en Irak et Iran, a-t-il joué dans cette réflexion? Oui, Et vous savez, étant donné que les Romains et les Parthes se sont affrontés tout au long de cette période, et que les Parthes prenaient souvent le dessus sur les Romains durant cette période, vous savez, cela aurait pu, quand on le regarde de ce point de vue, c'est sérieux. Pourquoi les Parthes n'ont-ils pas profité de la grande révolte pour dominer les Romains, avec qui ils étaient constamment en guerre? bien sûr, c'est une excellente question. La Grande Révolte débute en 66. En l'an 63, les Parthes remportèrent une grande victoire sur les Romains et obligèrent ces derniers à accepter le fait que la dynastie parthe place l'un de ses membres sur le trône d'Arménie, qui était un pays beaucoup plus grand dans l'Antiquité qu'il ne l'est aujourd'hui et très important stratégiquement. Les Romains présentèrent cela comme un succès parce que le roi d'Arménie se rendit à Rome et s'agenouilla devant l'empereur. En réalité, c'était une défaite stratégique et tout le monde le savait. Si je suis un rebelle potentiel, 3 ans après, je regarde le rebelle juif. Je regarde autour de moi et je me dis, les Parthes peuvent nous aider et les Parthes ont un avantage sur les Romains. Néron avait fait face à des révoltes en Occident et Néron était un peu instable sur le trône. Encore une raison de se dire, c'est peut-être le moment de se révolter. Je ne trouve pas insensé que les rebelles pensent cela. Et cela est alimenté par cette ferveur religieuse qui poussera les gens à les soutenir dans la rébellion. De plus, Jérusalem est l'une des villes les mieux fortifiées du monde antique. Donc si tu es un rebelle et que tu penses que les Romains vont tuer mon peuple, qu'ils massacrent des civils en Judée, petit à petit, ils prennent au temple et les collaborateurs juifs vont s'assurer que les Romains fassent ce qu'ils veulent de nous, ce qui, en fin de compte, mènera à la chute du temple. C'est le moment de frapper, et je parie que nous pouvons convaincre les Parthes de nous aider. Maintenant, si tu es un Parthe, tu vas dire « prouve-le ». Prouve-moi que cette rébellion vaut la peine d'être menée. Tout comme les Français à l'époque de la Révolution américaine, ils ne se sont pas engagés avant que les Américains ne remportent la bataille de Saratoga. Nous sommes intéressés, disait-il, mais prouve-nous que vous n'allez pas simplement vous réconcilier avec le roi. Malheureusement, les rebelles ne parviennent jamais à offrir cette preuve aux Parthes. Les Parthes ont beaucoup d'autres problèmes à gérer. Ils ont un nouvel empire à l'est qui les menace, ils ont des barbares au nord qui les menacent, ils ont maintenant de bonnes relations avec les Romains, ils ne vont rien risquer tant qu'ils ne pensent pas que cela en vaut vraiment la peine. Excellente remarque. Les Juifs n'ont jamais eu leur Saratoga et sans doute jamais eu l'opportunité d'en avoir un. Eh bien, la raison pour laquelle nous en savons autant sur cette époque, c'est grâce à l'historien Joseph, connu sous le nom de Joseph. Il avait auparavant un nom hébreu. C'était un Juif qui a joué de nombreux rôles différents au cours de sa vie. Il a été rebelle, conciliateur avec les Romains, puis encore rebelle. Ensuite, il retourne sa veste et rejoint les Romains. Il est une figure majeure de votre récit, à la fois essentielle et, comme vous l'écrivez à plusieurs reprises, quelqu'un dont le travail devrait souvent être pris avec une pelle de sel. Que devons-nous penser de lui aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, je devrais dire que Joseph, en changeant de camp à plusieurs reprises, Joseph n'est pas unique. Il y a d'autres hommes et femmes à la frontière romaine et ailleurs qui font quelque chose de très similaire. C'est ainsi que fonctionne l'Empire romain. Il attire les gens et les changements, et ils changent aussi. Donc, Joseph est un traître,
mais il n'est pas unique dans son comportement. Vous savez, c'est quelqu'un sur qui il doit avoir, je pense, deux avis. C'est un traître. Il n'y a aucun moyen de mettre ça sous un beau jour, mais il consacre le reste de sa vie à Rome à justifier le peuple juif. Et il écrit cette série de livres qui sont d'excellents ouvrages, ce sont des œuvres littéraires. Il pose de gros problèmes historiques. Parce qu'un de leurs aspects est de le faire paraître sous un bon jour, ce qu'il fait, au point qu'il raconte des histoires contradictoires sur son comportement dans différents livres. L'autre chose, c'est qu'il gonfle les statistiques, comme le faisaient souvent les auteurs anciens pour valoriser les Romains. Dans ses livres, il cherche à faire deux choses. D'abord, transmettre un message aux Romains. Les Juifs sont des sujets loyaux. Ce ne sont que quelques brebis galeuses qui provoquent cette révolte. Ne vous inquiétez pas, nous restons loyaux envers Rome et souhaitons être de bons citoyens. L'autre public auquel il s'adresse est le public juif et il veut leur dire « ne recommencez pas ». Les Romains sont des brutes, ils ne reculeront devant rien. Vous n'osez pas lever le petit doigt contre les Romains. Acceptez leur domination. C'est comme ça. Voilà donc les deux objectifs dans son livre. Et je pense que les livres et le fait qu'il travaille très dur pour essayer de justifier le peuple juif et pour dire à ses lecteurs non juifs, les Juifs sont un grand peuple, vraiment, l'un des grands peuples de l'histoire. Je pense que cela devrait nous amener à respecter Joseph et peut-être à lui pardonner certains aspects de sa vie que nous jugeons moins positifs. Oui, maintenant vous avez raison de le dire, vous soulignez. Il y a d'autres personnes qui sont, vous savez, des deux côtés de ce grand conflit. L'un d'eux était l'un des assistants de Vespasien et de Titus, les Romains, qui étaient juifs. Et d'autre part, nous avons des personnes qui n'étaient pas juives, comme la reine Hélène d'Adiabène, qui était une dépendance Sparte et qui s'est convertie au judaïsme. Comme vous l'avez dit, ils ont été séduits par le judaïsme. À quel point était-il facile de passer, vous savez, du monde juif au monde romain? Est-ce une époque où les gens pouvaient vraiment, vous savez, choisir d'être juifs, mais aussi renoncer à une identité juive? Oui, c'est une très bonne question, largement débattue par les chercheurs. Je pense que pour une famille royale comme la famille royale d'Adiabène, se convertir au judaïsme est inhabituel, voire unique. Mais nous savons qu'il y a des non-juifs dans le monde romain qui sont attirés par le judaïsme et qui fréquentent les synagogues sans aller jusqu'à la conversion, quelle que soit la signification de la conversion à cette époque. Et cela, en soi, est une question controversée. On les appelle parfois des craignants Dieu, des craignants Dieu. Ils sont attirés par le judaïsme. Il y a beaucoup de choses dans le judaïsme qui leur plaisent, mais ils ne vont pas jusqu'à devenir juifs. Et je pense que ta question est vraiment perspicace. Ces frontières sont assez fluides. La conversion ne l'est peut-être pas autant, mais le fait de passer d'un monde à l'autre, du monde romain au monde juif, est très courant, surtout dans la diaspora, moins en Judée. Mais dans la diaspora, c'est plus courant. Et même en Judée, ce n'est pas inhabituel. Je veux dire, regarde Hérode. Hérode vient d'une famille de convertis iduméens du côté de son père. Sa mère est une arabe et lui-même est dévoué à la culture grecque, tout en construisant aussi le temple à sa plus grande hauteur dans le monde antique. Donc, on voit ces personnages qui font des allers-retours. N'est-ce pas? Alors pourquoi y a-t-il eu plus de révoltes après la destruction de Jérusalem puis la conquête de Massada? L'histoire continue. Et en particulier, pourquoi une révolte de la diaspora juive contre Rome dans ce qui est aujourd'hui la Libye, l'Égypte et Chypre? Vous savez, quelques décennies après la chute de Jérusalem, cela paraît une erreur de jugement pire que la Grande Révolte. Ouais. C'est un peu fou. Était-ce simplement la conséquence de la persécution, ou était-ce, comme les Romains semblent le penser, une fonction de l'incompatibilité fondamentale des Juifs avec la culture et la gouvernance du monde romain? Je ne le verrai pas vraiment de l'une ou l'autre façon. Je veux dire, selon moi, ce sont les Parthes qui l'ont fait. Donc, en l'an 115, l'empereur romain Trajan décide d'envahir l'empire parthe. Cela faisait longtemps que divers Romains en parlaient comme d'un objectif. Trajan décide de passer à l'action. Il envahit l'empire parthe
Il conquiert l'Arménie et l'Irak et va jusqu'au Golfe Persique. Et il est acclamé Particus, conquérant de la Parthie. Mais ensuite, l'année suivante, il y a une insurrection en Irak. Je connais bien ce scénario. Et parmi les chefs des insurgés, il y a les Juifs de Mésopotamie. Et Trajan ordonne à ses généraux de combattre particulièrement ces Juifs qui dirigent l'insurrection. Donc, en même temps, en l'an 116, la révolte de la diaspora, commence en Libye et en Égypte et s'étend à Chypre. Nous savons très peu de choses sur cette révolte. Elle est extrêmement mal documentée. Il n'y a pas de Flavius Joseph et il n'y a même pas autant d'informations que ce que nous avons sur Bar Kokhba, mais ce que nous avons est intriguant. Et pour moi, le moment est irrésistible. Il m'est très difficile d'imaginer que ces rebelles n'ont aucune idée qu'il y a une guerre en partie et que les Romains y sont engagés. Et il m'est très difficile de croire qu'il n'y a pas de messager venant de Parthie pour dire aux Juifs « C'est le moment d'agir si vous voulez chasser les Romains ». Alors pourquoi les Juifs d'Égypte, de Chypre et de Libye voudraient-ils se débarrasser des Romains? Je pense que c'est en partie parce que certaines des mêmes personnes qui avaient mené la grande révolte s'y étaient réfugiées et qu'elles avaient certaines des mêmes idées. Mais aussi, cette taxe juive, le fiscus judaicus, est tellement insultante, humiliante et aussi nuisible qu'elle permet, appelons-les des radicaux, de saisir l'occasion. Je n'ai aucun doute qu'il y avait beaucoup de Juifs dans ces provinces qui disaient « Ne soyez pas fous, ne vous rebellez pas contre les Romains. Nous nous en sortons bien, laissez les choses ainsi. » Mais certains, inspirés à se révolter et victorieux, auraient pu dire « Voici notre moment, nous n'en aurons plus d'aussi favorable. » Les Parthes, et nos frères en particulier, résistent aux Romains. Les Romains sont surmenés. C'est le moment d'agir. Et ils obligent les Romains à retirer des troupes de Parthie et à les envoyer vers l'ouest pour réprimer ces révoltes, ce que, hélas, les Romains font avec une grande efficacité. Ils se livrent à de véritables massacres de la population juive dans ces régions et, dans une large mesure, anéantissent ce qui avait été 3 très grandes et prospères communautés de la diaspora. Cela devient donc un désastre pour les Juifs, mais c'est une excellente nouvelle pour la Parthie, car les Romains sont vaincus en Parthie. Ils sont forcés d'abandonner leur invasion. Trajan veut se battre à nouveau, mais il a une attaque et meurt. Et son successeur Adrien dit « C'est fini, j'arrête tout ». Et pour ce faire et abandonner la guerre en Libye, il doit ordonner l'assassinat de 4 des meilleurs généraux de Rome qui ne sont pas d'accord avec la répression de cette révolte. Waouh, c'est beaucoup, mais c'est intéressant et c'est un sujet que même les personnes qui ont de bonnes connaissances en histoire juive ignorent souvent complètement. La dernière des 3 révoltes, appelée révolte de Bar Kokhba, a eu lieu 70 ans après la Grande Révolte. La tradition juive, qui était clairement ambivalente à l'idée que quelqu'un assume le titre de Messie, comme Bar Kokhba l'a fait. Même si Rabbi Akiva lui donne, vous savez, sa caution, cela. Mais vous savez, la tradition juive parle aussi encore de lui avec admiration, en évoquant l'héroïsme de ceux qui l'ont rejoint. Et les persécutions des Juifs à cette époque, sous l'empereur et Hadrien, font encore partie de la liturgie moderne de Yom Kippour. Absolument. Je pense que la question qui m'intrigue, c'est en quelque sorte, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que ce sont les persécutions d'Hadrien, les persécutions hadrianiennes, qui ont provoqué la dernière révolte? Ou bien était-elle la réaction romaine contre celle-ci, dans une tentative de résoudre enfin ce qu'ils auraient appelé leur version du problème juif? Oui, c'est une excellente question, et grâce à l'archéologie, nous pouvons y répondre d'une manière qui n'était jamais possible auparavant. Nos sources sur la révolte de Bar Kokhba restent très limitées. Mais voici l'image que nous avions auparavant. Donc, Hadrien devient empereur en 117, c'est-à-dire à la fin de la révolte de la diaspora, et il se retire de Parthie. Et l'an 130, donc 13 ans plus tard, il vient à Jérusalem et annonce les ruines de Jérusalem. Il annonce « Nous allons reconstruire la ville ». Voilà la bonne nouvelle, les Juifs. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera une ville païenne, il n'y aura rien de Juif dedans. Nous savons maintenant
grâce à l'archéologie que ce projet commence immédiatement. Dès qu'il monte sur le trône en 117, il commence la rénovation de la ville et la construction de la nouvelle cité. À mon avis, cela donne une image différente. Tout d'abord, pour les Juifs, il devient très clair ce que les Romains vont faire et qu'ils ne vont pas reconstruire le temple. Ils vont profaner leur ville sainte en la rendant païenne, ce qui donne à Hadrien un motif d'agir ainsi. Il fait cela parce que Rome a été humiliée en partie et que les Juifs ont joué un rôle central dans cette humiliation. Ainsi, en reconstruisant Jérusalem en tant que ville païenne, Hadrien fait d'une pierre deux coups. Il dit aux Juifs, « N'essayez pas de vous rebeller, regardez ce que nous allons vous faire. » Et il dit aux Parthes, « Rome n'abandonne pas le Proche-Orient, et Rome, nous sommes toujours là. En fait, nous revenons plus forts que jamais. Je ne fais pas la guerre, mais je construis des choses comme le mur d'Hadrien, le plus célèbre en Angleterre. Ici, je bâtis une nouvelle ville romaine à l'emplacement de Jérusalem. » Alors, n'envisage même pas d'aller plus loin après cette victoire que tu as remportée. Je pense que c'est pour ça qu'il le fait. C'est une véritable déclaration de guerre pour les nationalistes juifs. Il y a certaines preuves qu'il a aussi interdit la circoncision à cette époque, avant que la révolte n'éclate. La preuve vient d'une source chrétienne, mais c'est une preuve assez crédible. Et mon collègue, le professeur Schwartz à Jérusalem, je pense, avance un argument solide selon lequel la circoncision a été interdite avant la révolte de Bar Kokhba. Donc, d'une part, ce sont les Romains, comme vous le dites, qui essaient de résoudre ce qu'ils considéraient comme leurs problèmes juifs, et d'autre part, ce sont les patriotes juifs. Les nationalistes répondent « Il faut lutter contre cela et peut-être que les Parthes interviendront. » Voyez comme les Parthes sont puissants face aux Romains au vu de l'histoire récente. Maintenant, laissez-moi m'emporter un instant, si je peux approfondir un peu plus ce point. Un indice concernant cette époque se trouve dans le Seder de Pessah, où, vous savez, la partie où nous lisons à propos de les comprises Rabbi Akiva. Étudier toute la nuit avec des élèves qui attendent dehors, jouant apparemment le rôle de guetteur. Encore une fois, est-ce quelque chose qui s'est produit après Bar Kokhba ou est-ce ce qui a mené à Bar Kokhba? Nous n'en avons vraiment aucune idée? Nous ne savons pas. Je pense que la réponse la plus prudente est que cela s'est produit après la réaction de Bar Kokhba à la révolte. Mais comme je l'ai dit, il y avait déjà tellement d'hostilité de la part d'Hadrien envers les Juifs avant cela, il ne serait donc pas surprenant que cela se soit produit avant la révolte. Certainement, c'est l'atmosphère fervente de cette période. Je veux dire, mettez-vous à la place d'Hadrien et vous vous dites, vous savez, ça a été un désastre pour Rome. Pourquoi cela a-t-il été un désastre? C'était sans doute de l'hubris de Trajan. Hadrien n'a probablement pas soutenu la révolte au début. Mais c'est aussi parce que les Juifs se sont battus contre nous, à la fois en Mésopotamie et à l'arrière. Donc, si vous êtes Hadrien, vous pourriez penser, eh bien, mince, j'ai un problème juif et je dois faire quelque chose. Cela aurait pu être une réconciliation avec les Juifs, a-t-il dit. Nous supprimerons cette taxe sur les Juifs, contrairement aux Romains. Elle continue pendant des siècles. Mais au lieu de cela, il adopte une position ferme, une ligne de persécution. Pour les Romains, les Juifs étaient comparables aux chevaliers noirs dans Monty Python. Sacré Graal. Vous voyez, comme ce gars qui n'abandonne jamais, vous savez, il lui coupe les bras et les jambes et il dit « Je vais te mordre au genou ». C'est comme ça qu'ils voyaient. C'est leur vision, vous savez, des Juifs. Ces gens fous, belliqueux, complètement à l'opposé de l'image des Juifs. À travers les millénaires qui ont suivi, est-ce que c'est comme ça qu'ils pensaient que les Juifs étaient? Pas tout à fait. Ils pensaient qu'ils étaient belliqueux et ils pensaient qu'ils étaient fous dans le sens où ils ne reconnaissaient pas les dieux, mais ils les considéraient comme dangereux. Rome prend la menace Sparte au sérieux, et voilà ces gens-là. Ils sont partout dans l'Empire romain, et ils sont amicaux envers la partie. Ils soutiennent la partie. En fait, ils apportent une contribution en nature à l'effort de guerre parthe contre Rome. Donc ce n'est pas qu'ils sont un peu mignons, fous, comme le chevalier noir, c'est qu'ils sont dangereux. C'est du point de vue romain, et les Romains ne sont pas connus pour dire face au danger qu'ils vont être gentils avec vous. Non,
Ce n'est pas ainsi qu'ils ont conquis le monde. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont conquis le monde. Donc, vous savez, les Juifs jouent avec le feu et ils se brûlent. Oui, maintenant. L'un des pièges, je pense, pour quiconque étudie l'histoire, c'est d'essayer de tirer trop de leçons du passé pour guider le présent. Mais il est inévitable que nous regardions ces conflits que vous avez étudiés et que nous nous demandions qu'est-ce que cela signifie pour les Juifs aujourd'hui, pour l'État d'Israël aujourd'hui. Ce qui, comme vous concluez le livre, c'est comme vous savez. Le refus de reconnaître la permanence ou la légitimité de la présence juive sur leur terre n'est pas un thème nouveau. Ce n'est pas un thème nouveau? À part, vous savez, ne vous lancez pas dans des combats contre des puissances mondiales quand vous n'en avez pas les moyens. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces révoltes aujourd'hui? D'accord. Donc, une question est celle du danger de la désunion. C'est un danger pour toute société, pour les États-Unis, je pourrais dire, ainsi que pour Israël. Mais certainement, d'après l'histoire juive, l'une des leçons de ces révoltes est que la désunion est fatale. Bien sûr, il y a certains Juifs qui disent « ne vous révoltez pas en premier lieu », mais ce n'est pas cette désunion-là qui a été particulièrement fatale. C'est l'unité juive à l'intérieur des murs de Jérusalem qui est absolument fatale. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer. On ne peut mener des disputes politiques qu'en temps de guerre ou pendant une période dangereuse. J'ai peur que ce soit encore une période dangereuse pour Israël. On ne peut aller plus loin. Beaucoup d'Israéliens ont cité cela. Pendant la guerre, après le 7 octobre, mais au printemps 2023, avant cette date, j'étais en Israël et les gens le disaient déjà. Beaucoup d'Israéliens le disaient déjà à ce moment-là. Donc cette unité est un problème. Le second, c'est le lien entre foi et politique. Je veux dire, la foi est essentielle pour les Juifs et pour chacun à sa manière. Mais lorsque vous la laissez vous conduire à des décisions politiquement dangereuses et irréfléchies, alors il faut vraiment réfléchir à deux fois et il faut faire attention à ce que l'on fait. Une autre leçon, c'est que les petits États ne sont jamais totalement indépendants. Même les grands États ne sont jamais totalement indépendants. Tout le monde a besoin d'alliés, mais les petits États, avant tout, ont besoin d'alliés. Et donc, je pense qu'Israël aujourd'hui doit tirer les leçons de l'échec des rebelles lors des grandes révoltes. Ils avaient un plan qui était intelligent, obtenir de l'aide de la partie. Mais ils auraient dû être capables de faire une analyse coût-bénéfice et dire « ce n'est pas probable ». Je vais peut-être reculer, mais permettez-moi de dire qu'il y a un autre problème, presque cosmique. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait jamais eu de révolte juive? S'il n'y avait jamais eu ces rébellions, eh bien certains diraient que tout aurait été parfait. Les Juifs n'auraient jamais été exilés de leur terre natale. Le temple aurait continué d'exister et aurait simplement poursuivi son activité. Mais il y a une autre possibilité, et c'est que petit à petit, les Romains, l'attrait de l'Empire romain, auraient grignoté toute idée de nation juive. Et ce que vous auriez finalement obtenu, c'est que les Juifs seraient devenus comme les Phéniciens. Où sont les Phéniciens aujourd'hui? Certains descendent génétiquement d'eux, mais la culture phénicienne a disparu. La culture juive aurait-elle continué s'il n'y avait jamais eu de révolte et si les Romains avaient simplement, petit à petit, pris le contrôle de la Terre Sainte? La réponse est que je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on puisse parier en toute sécurité que cela aurait été le cas. Et il y a un argument qui dit que les rébellions étaient terribles, elles étaient absolument terribles, mais elles ont conduit à la résilience des rabbins, elles ont mené au mouvement rabbinique et à une résilience qui a permis au peuple juif de survivre. Maintenant, de nombreux historiens ne seraient pas d'accord avec cela, et cela doit rester spéculatif. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire simplement que, en l'absence de révolte, tout aurait été parfait. Cela aurait pu avoir une issue très différente. Oui, les scénarios contrefactuels sont infinis si vous partez du principe qu'il n'y a pas de révolte. Si les Juifs étaient restés sur leur terre à travers les siècles, autre chose de terrible aurait pu arriver. Précisément. Nous n'avons aucune idée de ce que cela aurait signifié. Maintenant, enfin, je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'état actuel de l'étude de l'histoire en m'éloignant un peu de ce dont nous avons discuté. Nous vivons une époque où, par exemple, un podcasteur négationniste et antisémite comme Daryl Cooper peut être présenté par des voix influentes comme un grand historien. Et lorsque l'enseignement de l'histoire dans nos écoles, dans ce pays, a, dans une certaine mesure, été largement Abandonné dans
au profit des études de genre et des mythes toxiques sur la race et le colonialisme de peuplement. L'ignorance et le révisionnisme cynique dominent souvent chez beaucoup d'Américains concernant leur connaissance du passé. Est-il crucial que les gens lisent plus d'ouvrages historiques authentiques pour comprendre notre monde? Oui, c'est une excellente question et c'est une situation terrible. Le système éducatif américain de la maternelle à l'université est en difficulté. Une très grande partie est entre les mains des soi-disant progressistes, des soi-disant personnes éveillées. Et ils diffusent des récits qui donnent une vision complètement différente de l'histoire américaine, une vision complètement différente du monde. Et cela facilite le fait que les gens appuient sur le bouton de la plus vieille haine et présentent les Juifs comme les méchants. Ce n'est pas une situation totalement binaire. De nombreuses personnes de qualité restent dans l'éducation, parmi les enseignants et professeurs d'université, mais l'autre camp est beaucoup trop puissant et c'est assez déséquilibré. Donc, je pense qu'il est absolument essentiel pour la prochaine génération que les bonnes personnes prennent le contrôle ou aient une grande part du système éducatif et de nous ramener à un système éducatif raisonnable dans lequel les gens peuvent étudier l'histoire sans crainte ni parti pris, de manière objective, sans présenter qu'une seule vision du monde. Je pense que nous le savons en tant que citoyens, nous le savons en tant que juifs, même si nous sommes juifs ou non, nous savons que l'éducation est absolument essentielle. Donc, c'est quelque chose que nous devons prioriser. Oui, c'est une remarque importante pour conclure. Professeur Strauss, merci de votre présence aujourd'hui. Avec plaisir. Et vous savez, à notre public, que vous soyez simplement passionné d'histoire ou que vous compreniez que beaucoup de nos dilemmes actuels trouvent un écho dans le passé. Je recommande vivement Les Juifs contre Rome, comme tous vos livres. Excellente lecture. Pouvez-vous nous dire comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent suivre votre travail et où vos livres sont disponibles? Bien sûr, j'ai un site internet. C'est très simple. barrystrauss.com. Vous pouvez suivre mon travail là-bas. Mes livres sont disponibles partout où ils sont vendus. Des liens d'achat sont sur le site internet. Vous pouvez aller sur Amazon ou dans votre librairie préférée. Vous les trouverez un peu partout. Alors merci beaucoup de votre intérêt pour eux. Merci. Nous remercions aussi notre public. Veuillez vous rappeler de lire GNS sur gns.org, de vous abonner à nos newsletters et aussi d'écouter chaque jour Jonathan Tobin Daily Edition, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast audio. Et que vous nous écoutiez là-bas, que vous nous regardiez en direct sur Facebook ou X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Activez la cloche et laissez-nous un avis positif. Veuillez nous écrire à thinktwice@gens.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine.